Ableton, FL Studio, Cubase, GarageBand. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces logiciels, surtout depuis quelques années en particulier, on voit que la production musicale devient de plus en plus accessible. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la MAO, et non pas la monoamine oxydase. C'est quoi le script? La musique assistée par ordinateur. C'est quand même beau de pouvoir faire de la plug, de la Lo-Fi ou même de la Maybach depuis sa chambre. En vrai, on sait que ça intéresse pas mal d'entre vous, hein. Vous êtes des techs comme les autres qui aiment savoir comment sont faits les logiciels des autres. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire très tech et très intéressante des logiciels qui servent à faire la musique. Sortez vos meilleurs VST, vos meilleurs plugins, vos meilleurs mélos et let's gong! Avant de vous raconter l'histoire de la MAO, on va quand même vous expliquer ce que c'est. Parce que ça paraît très clair pour ceux que ça intéresse à la base, mais bon, si on connaît pas, on connaît pas quoi. C'est tout ce qui va être composition, harmonisation musicale via l'utilisation d'un logiciel sur PC ou Mac. En gros, c'est faire de la musique, mais sans avoir besoin d'instruments, de matos, ou même d'aller dans un studio, ou même de savoir ce que c'est un studio. On produit directement sur son PC avec un logiciel adapté. Les principaux logiciels ou séquenceurs utilisés aujourd'hui sont Ableton Live, c'est le meilleur d'après Levé qui a écrit le texte, FL Studio et ensuite Logic Pro, et également Cubase. En MAO, on va utiliser beaucoup de MIDI. Est-ce que vous savez ce que c'est le MIDI ? Eh ben on va parler plus tard. Bref, c'est le moment de commencer notre histoire. L'histoire de la musique assistée par ordinateur commence dans le labo d'Alan Turing. Et oui, ça n'a pas commencé à Chicago dans une trap house à faire de la drill. En fait, dans ce labo, il y avait un ordinateur, le Ferranti Mark I, que Turing avait programmé pour jouer des sons, pour signaler certaines actions. Par exemple, quand le café est fini ou quand il est temps de passer à table. Bon, il en sortait qu'un seul à la fois, hein, il était monophonique, mais c'était déjà bien à l'époque. Du coup, en 1951, ce PC va être utilisé par un informaticien britannique, Christopher Strachey, qui va écrire un programme pour que ces sons soient joués de manière à reproduire un morceau de musique. Il a créé une sorte de medley de l'hymne national anglais, d'une comptine et d'un morceau de jazz. Et c'est le premier morceau de musique joué par un ordinateur et ça donne à peu près ça. En 1957, Max Matthew, un ingénieur qui travaillait chez Bell Labs, encore eux, ils ont inventé Unix peut-être, écrit Music 1, le premier programme informatique capable de générer de l'audio via la synthèse numérique directe. C'est un peu compliqué comme principe, mais en très gros, ça génère une fréquence audio, donc un signal analogique en modulant des valeurs numériques. Un accumulateur de phase récolte toutes ces valeurs, puis elle passe dans un convertisseur numérique analogique, plus communément appelé un DAC. Alors DAC, ça veut juste dire Digital Analogic Converter. C'est l'acronyme anglophone de convertisseur numérique analogique. Et alors un accumulateur de phase, c'est une grosse capacité. Bon, c'est des gros boutons. Mais bon bref, c'est le premier programme pour faire la musique sur un ordinateur, d'où le nom de Music 1. Ah, c'est vrai que c'était pas créatif de ouf quoi. Donc il va composer avec son programme le morceau The Silver Scale, écrit par Newman Gutman. C'est toujours en monophonique et ça donne ça. Au fur et à mesure des années, Matthew va améliorer le programme. On aura donc droit à Music 2, vraiment juste Music 1 plus 1 égale Music 2, qui sort en 1958, soit 12 ans avant la première version d'Unix, et qui ne sera plus monophonique et comportera à ce moment-là 4 voix, jusqu'à Music 5, qui sort en 1966, et qui sera développé sur un GE645, au passage le même ordinateur qui utilise les gros barbus chez Multics pour faire le système Unix. Voilà. Et en 70, Matthew il est accompagné de Richard Moore, qui n'est pas l'inventeur de la loi de Moore, et ensemble, ils vont créer le système Groove, Generated Real-Time Operation on Voltage Controlled Equipment. Ça permet de stocker en temps réel sur l'ordinateur des actions faites sur des synthés analogiques comme pour jouer une note ou bouger un potentiomètre, toujours ces fameux potards, et de les contrôler de façon numérique, un peu comme une Goï Celler pour les Illennials. Alors à l'époque, ça ne tournait que sur une machine qui s'appelle un DDP
P224 de chez Honeywell. C'est une machine qu'ils avaient achetée chez Bell juste pour pouvoir travailler le son. Mais c'était la première fois qu'on pouvait manipuler des données en audio en temps réel. En gros, faire du mix, comme David Guetta. On pouvait même rejouer une compo en entier, créer des automations. C'est vraiment l'ancêtre du séquenceur. Malheureusement, le projet s'arrêtera en 1980 parce que ça coûtait trop cher. Au début des années 80, au Japon, ils vont commencer à bien avancer sur le sujet aussi. Ils vont mettre des puces audio capables de faire de la synthèse audio en modulation de fréquence dans les synthétiseurs. La modulation de fréquence, c'est vraiment le truc qu'utilisait votre radio pour recevoir Contact FM ou Chérie FM dans la voiture jusqu'à l'arrivée du DAB+, bien sûr. On ne comprend pas ce que c'est le DAB+. Voilà. Si vous aimez le DAB+, dites-le nous en commentaire parce que je ne sais pas qui ça a intéressé. Voilà. C'est l'arrivée du Yamaha DX7. Le premier synthétiseur numérique, un synthé numérique qui aujourd'hui est d'ailleurs encore toujours super bien réputé. L'idée c'est aussi de pouvoir mettre ce genre de puce dans des PC. Ces ordinateurs venaient aussi avec des langages de programmation audio et surtout avec le MIDI, notamment l'Atari ST. Alors le MIDI, Musical Instrument Digital Interface, ça a été développé par plusieurs concepteurs de synthé, mais en fait c'est juste un protocole de communication entre différents outils. À la base ça a été fait pour pouvoir contrôler plusieurs synthés avec un seul clavier maître. Un clavier maître, ça ressemble à un synthé, mais c'est vide dedans. En fait, il n'y a pas de son qui sort, juste des infos qui permettent de déclencher une action sur un autre synthé ou sur un ordinateur. Le MIDI, c'est aussi un format de fichier parce qu'il peut transformer différentes informations, notamment une hauteur de note, une vélocité de cette note, en gros la force à laquelle la note est jouée. C'est là que ça devient intéressant, on fait un peu des fichiers audio. Vous imaginez qu'un flux MIDI, si on le stocke comme sur la bande de la cassette, quoi, bon bah à la fin on a un fichier, on le relie de haut en bas, ça refait un flux audio, quoi. Et du coup, dedans, il y a littéralement aucun son, mais juste les infos qui permettent de décrire le son, et le processeur audio de l'ordinateur, la console, va pouvoir lire le fichier MIDI de haut en bas et ça va faire du bruit. Petite anecdote, pour Final Fantasy VII, les musiques du jeu sur console étaient en audio direct, c'est-à-dire que c'était des fichiers joués directement à partir du CD, piste 2, piste 3, piste 4. Par contre, pour la version PC, sortie un an après, l'OST était en MIDI. Du coup, ça sonnait pas pareil que sur console, et en fonction du PC sur lequel vous le jouiez, le son était vraiment différent. En 89, l'arrivée de Cubase sur Atari 520 ST et 1040 ST sous le nom de Qubit. C'est le premier logiciel à intégrer le MIDI. En fait, il faisait même vraiment que ça, c'était un séquenceur MIDI. C'est seulement à son arrivée sur Macintosh en 1991 qu'il va commencer à gérer l'audio en plus, et ça c'est cool. Ils ont un peu fait l'inverse de Pro Tools en fait, qui n'a géré le MIDI qu'en 91 alors qu'il était sorti en 89 et lui gérait de l'audio du coup. La grande nouveauté aussi, c'est que les pistes sont affichées sous forme de liste verticale avec des timelines horizontales à côté. C'était tout nouveau de faire ça et ensuite tous les logiciels de son ont repris cette organisation de l'interface utilisateur. Il y a un Logic Pro aussi qui est sorti en fin des années 80 sur Atari et d'ailleurs ça s'appelait Creator et c'était fait par la société allemande Scilab et pas par Apple. C'était vraiment le début de l'essor des logiciels de son, quoi. En 1996, dinguerie, c'est l'arrivée du VST, Virtual Studio Technology, les plugins en gros. Encore une fois, c'est Steinberg, les concepteurs de Cubase. Vous avez suivi ou pas? Ils sont les premiers à l'avoir implémenté, bien sûr, et bah ouais, parce que c'est eux qui ont créé le VST, quoi. Au début, il y en avait quelques-uns. Une reverb, un écho, un chorus et un autopan. Mais c'était déjà vachement bien. Ça voulait dire, par exemple, pour la reverb, qu'il n'était plus obligé de gueuler dans un ressort, ni même de bouger de son PC. Et ça, pour un ingé son, c'est vachement chouette. En 99, les VST prennent en charge le contrôle MIDI. Ça veut dire que c'est l'arrivée du VSTi, l'instrument virtuel, avec Néon, le premier synthé analogique virtuel. Donc à partir de ce moment-là, avec un plugin et un clavier maître qui envoie des infos MIDI, bah c'est comme s'il y avait un vrai synthé en face, mais juste le synthé c'est l'ordinateur, quoi. En 97, pour le plus grand bonheur de plein de producteurs, sort FL Studio. Et FL Studio, ça ne s'écrit pas comme la tour Eiffel Studio. Ça s'écrit comme looping. Je ne sais pas. FL Studio, quoi. Il faut épeler. C'est Fruit Loops. Je me demande si tu fais un truc sur Fruit Loops après. Alors c'est marrant parce que ImageLine, la boîte derrière FL Studio, c'est un studio de jeux vidéo pour adultes. Voilà. Un Tetris avec une meuf à poil. Vraiment, c'était pas aussi développé que vous pouvez l'imaginer. Et un de leurs ingénieurs, Didier Dambrun, qui fait bien la MAO en particulier, a décidé de développer son propre logiciel. Il a sorti une version gratuite sur leur site, parce que les patrons, ils en avaient rien à foutre de la MAO. Et ça a super bien marché. C'est vraiment le son Crank That de Soulja Boy en 2007.
qu'il aurait composé apparemment en 10 minutes sur FL Studio, qui va faire que tous les beatmakers vont vouloir utiliser FL Studio à partir de ce moment-là. Si on parle de FL Studio, on doit forcément aborder l'autre mastodonte de l'AMAO, Ableton Live. Ça sort en 2001 et à la base c'est vraiment un logiciel fait pour être utilisé en live. D'où le nom, quoi. Ses créateurs étaient des DJ techno berlinois. Alors, bon, je sais pas s'ils mixaient au Berghain ou pas, hein, mais... Et ils voulaient un outil simple, performant, efficace, qui leur permette de faire ce qu'ils voulaient faire, mais qu'ils n'arrivaient pas à faire avec les autres logiciels, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire. L'histoire raconte qu'ils l'ont ensuite présenté à Hans Zimmer, qui leur a demandé si le logiciel permettait vraiment de faire une boucle de batterie et de changer son tempo, genre de 110 à 140 BPM, sans changer le pitch du son, et on lui a montré que, bah ouais, en le faisant de 30 à 999 BPM. Hans Zimmer, si vous connaissez pas, c'est le mec qui fait les musiques des films hollywoodiens, Batman, Interstellar. Non, c'est pas pour ça qu'il est connu. Alors bon bref, Zimmer a direct été emballé et leur a directement demandé de savoir s'ils avaient une carte ou un truc comme ça pour les contacter, parce que là à ce moment-là, c'est vrai qu'ils étaient à la boulangerie et du coup voilà, vous pouvez pas garder contact tout de suite. Voilà, ils voulaient des vraies infos pour acheter le truc, quoi. Et c'est vrai que c'est le gros avantage de Ableton, c'est que c'est un système de warp. C'est vraiment modifier la durée d'un clip audio sans en changer la hauteur. Parce qu'en temps normal, si vous accélérez un son, il devient plus aigu. Et à l'inverse, plus il est grave, plus vous le ralentissez. Ah c'est ça, augmenter le Pitch de la voix pour avoir la voix de l'elfe. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir prod en toute tranquillité chez soi, quoi. L'histoire ne s'arrête pas évidemment là, mais en gros depuis les années 2000, ça a été surtout des améliorations continues, des nouveaux plugins toujours plus performants, toujours plus réalistes. Bref, aujourd'hui on peut vraiment tout faire avec un séquenceur, et les puristes diront toujours que c'est pas de la vraie musique, mais en vrai si vous faites de la musique, peu importe comment vous la faites, du moment que les gens ils entendent de la musique, qu'ils kiffent de la musique, qu'ils ont des émotions grâce à la musique et qu'ils passent un bon moment. Sortez des trucs, testez des logiciels, des VST, faites de l'hyper pop ou de la plug, mais faites pas de la jersey par contre. On tente de nouvelles choses, des formats, on parle d'un sujet qu'on aime bien, dites-nous si ce sujet qui se rapproche de la tech mais qui est pas exactement un sujet de dev, ça vous a intéressé. Abonnez-vous à notre chaîne, allez regarder d'autres vidéos qu'on aura faites, il y en aura forcément une qui vous plaira. Et pensez à suivre notre TikTok, il est cool. Bref, abonnez-vous, on aimerait bien être à 10 000 abonnés d'ici l'été. Je rêve de choses. Mais du coup, si on atteint 10 000 abonnés, vous êtes sûr qu'on fera plus de vidéos, alors que sinon, peut-être que je vais faire plutôt des TikTok avec de la SMR, avec des produits que nous envoie gracieusement. C'est pas dégueu. On est pas malheureux. Bisous! Et là, tu mets de l'hyper pop.